On va parler aujourd'hui sur Radio Val d'Isère d'un sport boudé sur Radio Val d'Isère dont on ne parle quasiment jamais. On va en effet parler de course au large. Aujourd'hui, nous sommes là avec l'un des participants de la Route du Rhum, une course transatlantique qui a eu lieu à l'automne dernier. Arthur Levaillant, bonjour. Bonjour. Alors Arthur Levaillant, vous êtes ici à Val d'Isère en vacances, j'imagine. Un habitué de la station ? Ouais, ça fait quelques années que je viens et j'ai beaucoup de plaisir à revenir à Val d'Isère, aller me balader voilà, sur les recoins. Je ne suis pas trop un mec des pistes. Moi, j'aime bien aller me balader dans les bois, j'aime bien aller me balader dans la forêt, j'aime bien sortir un petit peu les sentiers battus. Et je prends beaucoup de plaisir à chaque fois à revenir ici. Un environnement complètement différent de, j'imagine, votre environnement de prédilection qui est plutôt la mer, du coup. Alors, ouais, pas tant que ça, en fait, parce que c'est la nature. Et je me sens très, très bien, moi, dès que j'arrive à me reconnecter un petit peu à ce monde un peu plus sauvage et passer du temps dans l'immensité un petit peu. Et c'est pareil pour que la mer et la montagne sont deux choses pour moi très, très similaires sur beaucoup de sujets. Il y a des grandes différences, mais je prends beaucoup de plaisir. Je suis vraiment en harmonie avec ce monde qui m'entoure et je me sens très, très bien, aussi bien à la montagne que sur l'eau ou dans l'eau. Alors comme je l'ai dit en intro, la course au large, c'est pas vraiment notre sport de prédilection ici à Val d'Isère. Il y a quand même les enfants de l'école primaire qui ont suivi la route du Rhum 2022 cette année. Mais pour les avalins, expliquez ce que c'est que la route du Rhum. Alors la route du Rhum, c'est une course assez, c'est une des courses les plus connues en France et en Europe. C'est une course en solitaire, donc on part de Saint-Malo et c'est la route historique qui va aux Antilles, aux Caraïbes et qui s'arrête à Pointe-à-Pitre, donc en Guadeloupe. C'est une course qui a lieu tous les 4 ans. C'est une course où tous les meilleurs marins du monde viennent, des navigatrices et des navigateurs. Il y avait une habituée, en tout cas de la station qui venait beaucoup ici, qui s'appelait Florence Artaud, et qui a gagné cette route du Rhum, et qui a foutu une raclée à tous les mecs à l'époque. Parce que c'est un des seuls sports, et ça faut le dire aussi, où la voile et la course au large, où les femmes et les hommes partent à armes égales sur la ligne de départ, et donc voilà, et que le meilleur gagne. Et je trouve ça assez beau. C'est un sport où on passe beaucoup de temps à réfléchir. C'est un sport où c'est un jeu d'échecs autant qu'un jeu physique. Et voilà, et cette année, je l'ai faite sur un très grand bateau, un très grand trimaran qui s'appelait Mieux, un ultime, un bateau de 32 mètres de long sur 23 mètres de large. Et voilà, j'ai fini 6e de cette course. Ah oui, 6e, donc c'est quand même une très très belle position, parce qu'il y avait quand même les plus grands noms. Oui, alors il y avait 140 bateaux, je crois. Dans ma catégorie, on était 8 ou 9 bateaux. Donc c'était une catégorie assez petite. Par contre, c'était déjà pour moi un défi de partir, de naviguer en solitaire sur ces bateaux-là qui sont immenses, qui sont à la limite du possible en fait. Et voilà, c'était un défi assez fou. On me l'a proposé quelques mois avant le départ de la course. Et j'ai bien sûr accepté de partir à l'aventure. Mais c'était pas votre première transatlantique. Non, alors j'avais déjà fait la route du Rhum il y a 4 ans auparavant. J'ai fini 4e sur un plus petit bateau, les classes 40, qui sont une catégorie de très haut niveau aussi. Mais dans la route du Rhum, il y a plusieurs catégories. Donc il faut essayer de bien comprendre ces sujets-là aussi. Bon, c'est jamais simple. Ce qui est beau, c'est le départ, c'est de voir qu'il y ait des millions de personnes qui viennent au départ de la course pour admirer ces bateaux, pour qu'on fasse passer des messages. Et c'est un des sujets aussi pour moi de la route du Rhum cette année. J'avais créé un collectif qui s'appelait Mieux, d'ailleurs qui existe toujours, un collectif d'entrepreneurs pour essayer de mieux comprendre le monde, pour essayer de mieux s'engager sur différents sujets et mieux agir au quotidien au sein de l'entreprise pour essayer de comprendre qu'il y a des limites planétaires et qu'on a besoin de vivre dans ces limites-là et donc on a besoin de changer de modèle en grande partie. C'est un message qui a été porté grâce à cette course, mais c'est un message que vous continuez à porter du coup ? Oui, tout à fait, que je porte depuis des années et que je continue à porter de manière assez forte cette année et que je vais continuer à porter. Alors, je ne sais pas si ça sera dans la voile. Moi, j'ai plein de projets différents. J'ai aussi lancé une coopérative de transport de passagers à la voile. Donc là, quand on va sortir de l'hiver, quand vous voudrez aller en Corse à la voile, par exemple, on a lancé une coopérative qui s'appelle Selcop, qui est une super entreprise dont je suis un petit peu en retrait aujourd'hui, mais qui existe aujourd'hui et qui cartonne. Donc demain, si tu veux traverser l'Atlantique à la voile, on va pouvoir le proposer et on le propose déjà. Oui, c'est un petit peu plus long de traverser l'Atlantique que de rejoindre la Corse. Oui. Alors la Corse, c'est une vingtaine d'heures. L'Atlantique aujourd'hui sur les bateaux existants, moi j'ai mis 9 jours pour traverser, mais sur les bateaux plus classiques, on met une trentaine de jours. Ouais. Donc c'est vraiment une aventure. Et c'est aussi expliquer que dans le voyage, il y a le temps du voyage, c'est reprendre le temps du voyage, c'est aussi expliquer que c'est pas que la destination qui compte, mais c'est tout le trajet aussi. Et c'est ce que j'apprécie aussi en montagne quand je monte en pot de phoque, là, dernièrement, j'ai vraiment découvert ça.
Et ce chemin, ce cheminement pour monter, pour gravir, pour ensuite descendre, je trouve ça assez beau et redonner un petit peu plus la place au goût de l'effort. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire passer comme message aussi. Un effort, mais un effort qui là dure quelques minutes, quelques heures, c'est pas 9 jours comme vous avez fait, 9 jours en solitaire. Qu'est-ce qu'on ressent pendant 9 jours tout seul pendant une course comme ça? On ressent plein d'émotions différentes, on passe par tout le panel des émotions. Beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir d'être tout seul sur ces bateaux-là parce que c'est une chance inouïe, mais aussi beaucoup des moments de frustration parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on voudrait faire. C'est des moments où on part en hiver en plus, ou en fin de l'automne sur ces bateaux, donc on va traverser les dépressions, des grandes tempêtes. On en a eu d'ailleurs quelques-unes, donc on passe des fronts nuageux et tout ça, et donc il y a de la vague, il y a de la mer, on peut être malade, donc c'est plein d'émotions différentes qui nous animent, mais c'est à la fin, c'est toujours cette envie, cette quête de se dépasser aussi. Quand on part en solitaire sur ces bateaux-là, on a cette envie de se dire qu'on a des ressources en nous qu'on n'utilise pas du tout et qu'on a besoin de les utiliser plus. En tout cas, on est en solitaire, donc on peut que se débrouiller par soi-même et on puise et on trouve des trucs assez incroyables on a tous ces ressources-là qu'on a un petit peu annihilées en société parce qu'on a créé des villes, des sociétés pour dormir. Là, quand tu pars en solitaire, tu dors très très peu. Finalement, tu fais des siestes de 10-15 minutes. Et pendant 2 jours, c'est ça, quoi. Tous les 10 minutes, tous les 15 minutes, tu te réveilles, tu checks si ton bateau va bien. Et puis tu repars te coucher quand tu peux. Mais c'est des défis que tout le monde pourrait faire avec la volonté d'y aller, quoi. Voilà. Oui, mais il faut quand même avoir des compétences dans des champs d'expertise très larges. Hein. Il faut savoir naviguer, il faut avoir, j'imagine, aussi des compétences en mécanique, savoir réparer quand ça casse. Voilà, il faut être un homme à tout faire, quoi, du coup. C'est un peu ça, ouais, tout à fait. Ouais, il faut essayer un homme ou une femme à tout faire, hein, d'ailleurs. Oui, voilà, tout à fait. Ouais. Non, mais je suis encore un homme pour l'instant. On verra, la vie est pleine de surprises. Non, mais pas. En revanche, oui, il faut savoir tout faire sur un bateau, quoi. C'est réparer le moteur, réparer l'électronique, essayer de comprendre les vents, la météo, se comprendre et apprendre à se connaître aussi soi-même. Ça, c'est un des vrais sujets. Je pense que c'est là où j'ai le plus découvert de choses en moi. C'est en partant en mer en solitaire ou en équipage d'ailleurs, hein, parce que le solitaire a beaucoup d'avantages, l'équipage a beaucoup d'avantages, mais en équipage, il faut aussi gérer les autres et l'autre. L'enfer, c'est l'autre. Et c'est ça, et c'est les autres. Et ça, c'est un vrai sujet de réussir quand j'ai fait une course en double, il y a quelques années, la Transat Jacques Vabre qui partait du Havre pour aller au Brésil. On avait fini deuxième avec mon équipier, donc c'était en double. C'était un vrai défi de vivre dans un environnement de 4 mètres carrés pendant 17 jours, trempé de la tête aux pieds. faut avoir des... Il y a vite des petites tensions qui peuvent apparaître, j'imagine. Faire de la respiration, du yoga, et puis de se dire que c'est bientôt, que ça ne va pas durer indéfiniment. Ce qui doit être impressionnant aussi, c'est d'arriver à Pointe-à-Pitre, parce que là, on change complètement de monde. Vous avez été tout seul pendant 9 jours, et là, vous êtes entouré, j'imagine, de journalistes, de tout le monde sportif. Une foule immense, ça doit être difficile à gérer aussi, finalement. Alors, c'est pas si long 9 jours. En fait, on met du temps à se désintoxifier un petit peu du monde des terriens. Donc on met une petite semaine pour vraiment se reconnecter, être à l'aise en mer. Et là, en fait, ça va tellement vite pour traverser l'Atlantique sur ces bateaux-là, qui sont des bateaux assez incroyables, hein, c'est les bateaux les plus rapides du monde, que finalement, on n'a pas trop le temps de se déconnecter complètement. Et quand on arrive, au bout de 9 jours, c'est sûr que ça fait un changement parce qu'on a. Mais c'est différent de ceux qui partent faire le Vendée Globe, par exemple, où tu pars 3 mois en mer, et au bout de 3 mois tout seul, et là tu te retrouves submergé par une foule. C'est beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir parce que tu retrouves ta famille, tes amis, des gens proches et des inconnus aussi d'ailleurs qui sont là pour te fêter. Mais c'est un peu différent la route du Rhum. Par contre, c'est magique d'arriver à Pointe-à-Pitre, c'est magique d'arriver en Guadeloupe. Je me pose beaucoup de questions sur la réflexion d'impact carbone de mon projet, de mon sport aussi, et de la manière dont on pourrait réfléchir à faire d'autres courses demain différentes, pour essayer d'éviter que mes petits camarades et mes équipiers ou les personnes qui préparent mon bateau prennent l'avion pour venir à l'arrivée. Pour tous ces sujets-là aujourd'hui qui sont clés pour essayer de faire que notre sport ou nos sports puissent durer dans le temps. Mais en revanche, je trouve ça très très beau moi, d'être accueilli là-bas sur une île. Quand on voit les lumières au loin à l'horizon, c'est toujours un moment assez fort et intense et on en rêve pendant toute la course en fait finalement. Vous avez parlé du Vendée Globe, c'est un objectif ? Je sais pas, la vie est pleine de surprises. Oui, bien sûr, j'ai plein de copains qui y vont. Mais j'ai d'autres rêves aussi. Moi, je fais beaucoup de musique. Je suis en train d'écrire des scénarios de films. J'ai besoin de raconter des nouveaux récits aussi pour que les gens se reconnectent à des choses beaucoup plus simples et qu'on se reconnecte à la nature de manière beaucoup plus simple.
Aujourd'hui, en fait, on n'arrive pas à expliquer que nous, êtres humains, on fait partie de cette nature-là et qu'on aurait besoin d'apprendre à vivre en harmonie, plus en harmonie d'ailleurs avec le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à le détruire. Et comment faisons-nous pour que ça devienne désirable et sympa d'être beaucoup plus sobre et beaucoup plus écolo, quoi. Eh bien, merci beaucoup Arthur Levaillant d'être venu dans les studios de Radio Val d'Isère pour nous parler pendant ces quelques minutes. Bon séjour à Val d'Isère. Merci, je vais en profiter.